Vous tirez la chasse d'eau sur un bateau de croisière et ça fait ce bruit-là. Ce bruit violent, agressif, un peu terrifiant, qui fait trembler les murs et vous oblige à agripper la poignée de la porte juste pour vous stabiliser. Et votre première pensée, soyons honnêtes, c'est la même que tout le monde a. Est-ce que ça vient vraiment d'aller directement dans l'océan? Vous êtes resté là une seconde, vous avez peut-être regardé la cuvette, peut-être décidé de ne pas trop y penser, puis vous êtes sorti et retourné au buffet. Vous n'êtes pas seul. La plupart des gens sur ce bateau, debout exactement dans ce couloir, ont supposé avec assurance que la réponse est en gros oui. Peut-être un peu traité, peut-être filtré à travers quelque chose. Mais au final, l'océan, il est juste là. Il est immense. À quel point cela pourrait-il être grave? Voilà le truc. Vous vous trompez, complètement. Et c'en est presque embarrassant. Et la véritable réponse implique une expérience de mort imminente pour l'un des plus beaux lacs d'Amérique, un traité mondial signé par presque tous les pays de la planète, et un système de canalisation qui traverse votre hôtel flottant et réalise ce que la plupart des villes ne peuvent pas faire. Alors, où cela va-t-il vraiment? Comment un navire transportant 7000 personnes gère-t-il autant de déchets chaque jour, sans réseau d'égout, sans station municipale et sans aucun endroit où se brancher? Et pourquoi la chasse d'eau donne-t-elle l'impression que quelque chose est en train d'être dévoré? Réfléchissez à ce qu'est réellement un paquebot de croisière. C'est une ville, petite certes, mais qui fonctionne comme telle. 5 à 7 000 personnes qui mangent 3 repas par jour, se douchent, utilisent les toilettes et produisent des déchets pendant 7 jours d'affilée au beau milieu de l'océan. Il n'y a pas de canalisation menant à la côte, pas de camions poubelles qui passent à minuit, aucune infrastructure extérieure de quelque sorte que ce soit. Tout ce qui descend dans un évier ou une canalisation sur ce navire devient entièrement le problème du navire jusqu'à ce qu'il atteigne un port. Et voici la première surprise. Les paquebots de croisière modernes ne se contentent pas de tout rejeter à la mer en espérant que ça ira. Ils traitent les eaux usées selon des normes souvent plus strictes que celles des stations d'épuration des villes où ces navires accostent. Ce n'est pas une exagération. C'est de l'ingénierie. L'idée selon laquelle tout est simplement rejeté par-dessus bord n'est pas stupide. Cela a été complètement vrai par le passé. Pendant des centaines d'années, les navires faisaient exactement cela. Les déchets étaient jetés par-dessus bord. Pas de règles, pas de culpabilité, pas d'alternative. C'était simplement ainsi que fonctionnaient les navires. Quand les navires étaient petits et que les océans semblaient véritablement immenses, l'océan absorbait tout sans conséquence apparente. Donc cette idée s'est transmise de génération en génération. Elle a été perpétuée. Cela semblait logique. Personne ne remettait cela en question. Sur les navires ou sur l'océan est vaste. Problème réglé. Et puis, au début des années 1970, quelque chose s'est produit qui a bouleversé cette logique, et cela ne s'est pas passé près d'un océan. Mais d'abord, ce bruit, ce hump. Voici exactement ce qui se passe lorsque vous tirez la chasse. Les toilettes d'un paquebot ne sont pas des toilettes à gravité comme celles de la maison. Ce sont des toilettes à aspiration. Au lieu que l'eau pousse les déchets vers le bas par le poids et le volume, le système crée une différence de pression. La pression de l'air du côté du tuyau est plus basse que celle du côté de la cuvette. Et cette différence aspire littéralement tout à travers, rapidement, dans des tuyaux étroits avec presque pas d'eau du tout. Vos toilettes à la maison utilisent entre 6 et 13 litres par chasse. C'est à peu près l'équivalent d'un grand seau d'eau à chaque fois. Une toilette à aspiration sur un paquebot utilise environ 1,2 litres. C'est moins qu'une bouteille d'eau standard posée dans le mini-bar de votre cabine. La violence du bruit, c'est l'efficacité. Vous n'entendez pas un dysfonctionnement. Vous n'entendez pas quelque chose qui peine. Vous entendez presque pas d'eau accomplir le travail lourd que la gravité d'un réservoir plein faisait auparavant. Le whomp est tout l'intérêt. Et maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Ces déchets ne disparaissent pas dans les tuyaux. Ils circulent à travers un réseau de conduites sous vide qui parcourt le navire comme des veines. Depuis chaque cabine, chaque toilette publique, chaque quartier de l'équipage, chaque restaurant, descendant à travers plusieurs ponts jusqu'à une station de traitement située profondément dans la coque, généralement près du fond du navire. Et cette station comporte 4 étapes, chacune s'appuyant sur la précédente. D'abord, tout est broyé. Un macérateur, en gros un mixeur industriel conçu précisément pour cela, réduit tout en une fine bouillie afin que le système puisse la traiter de manière homogène. Ensuite, cette bouillie passe dans des cuves de traitement biologique où des colonies de bactéries décomposent la matière organique. C'est la même science que celle utilisée par la station d'épuration de votre ville à terre, simplement compressée et contenue à l'intérieur d'une machine flottante. Troisièmement, l'eau est poussée à travers des systèmes de filtration, puis exposée à une lumière ultraviolette intense, ce qui tue tout organisme biologique encore présent sans utiliser de produits chimiques. Et quatrièmement, c'est la partie qui devrait vraiment vous surprendre. L'eau qui sort de tout ce processus
est souvent plus propre que l'eau traitée que les villes côtières rejettent actuellement dans les rivières et les ports. Et une ville flottante de 7000 personnes produit une eau traitée plus propre que celle de nombreux ports auxquels elle accoste. Pas équivalente, plus propre. Les matières solides, la boue laissée après le traitement, sont soit incinérées à bord dans un four dédié intégré au navire, soit débarquées dans des installations portuaires certifiées en tant que déchets contrôlés et non discrètement déversés. Débarquées avec des documents, suivis, traités par des installations spécialisées, chaque gramme est comptabilisé. Comparez maintenant tout cela à un cargo. Un porte-conteneur traversant le Pacifique ne compte que 25 membres d'équipage. Sans station d'épuration complexe, ils utilisent une cuve de rétention. Les déchets y sont stockés puis pompés au port à l'arrivée. C'est tout. Tout le système fonctionne parce que l'échelle est minuscule. Ou bien la complexité technique sur un paquebot de croisière existe uniquement à cause du nombre de personnes à bord. Mettez 7000 personnes sur un cargo et l'idée de la cuve de rétention s'effondre en environ 6 heures. Le paquebot de croisière a dû inventer quelque chose dont le cargo n'aura jamais besoin. Et c'est là que ça devient vraiment fou. L'histoire de la façon dont tout cela est devenu une loi et où cela a réellement commencé. Pendant la majeure partie de l'histoire maritime, personne ne réglementait rien de tout cela. L'océan était simplement l'endroit où allèrent les déchets. Grand océan, petit navire, calcul facile. Mais les années 70 ont complètement changé la donne, et tout a commencé là où personne ne s'y attendait. Au début des années 70, des paquebots de croisière organisèrent des excursions sur le lac Tahoe, l'un des lacs alpins les plus clairs et les plus profonds du monde, situé à la frontière entre la Californie et le Nevada. Célèbre pour une eau si claire qu'on peut voir à plus de 20 mètres de profondeur jusqu'au fond. Et ces navires déversaient des eaux usées brutes, non traitées, directement dedans, dans le lac Tahoe. Pas dans le Pacifique, ni dans une voie navigable industrielle, dans le lac Tahoe. Et c'était légal. Totalement légal. La loi américaine sur la propreté de l'eau de 1972 a finalement rendu cela illégal dans les voies navigables américaines, ce qui a forcé l'industrie à changer sur les lacs et les rivières. Mais les océans du monde restaient presque totalement non réglementés, donc le problème n'a pas disparu. Il s'est simplement déplacé au large. C'est précisément pour cette raison qu'entre 1973 et 1978, la communauté internationale a élaboré MARPOL, la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires. Elle est désormais signée par des pays représentant plus de 99% du tonnage mondial du transport maritime. L'annexe 4 de MARPOL concerne spécifiquement les eaux usées. Les navires ne peuvent pas rejeter d'eaux usées non traitées à moins de 3000 nautiques des côtes. Dans la limite des 12 000, tout rejet doit d'abord être traité et désinfecté. Les toilettes à dépression, les cuves de traitement biologique, le système de désinfection par UV, l'incinération des boues, tout cela existe parce que les navires de croisière polluaient le lac Tahoe et que le monde a fini par dire stop. Voici ce devant quoi vous êtes passé toute votre vie sans vous en rendre compte. Ce bruit fort et inquiétant de chasse d'eau que vous pensiez être un problème de plomberie, c'est un système de chasse à dépression de précision qui utilise une fraction de l'eau nécessaire à une toilette classique. Cette odeur légèrement propre, un peu antiseptique, près des ponts inférieurs d'un navire? C'est l'étape de désinfection par UV qui fonctionne en continu, pas une équipe de nettoyage trop zélée. Lorsque votre navire jette l'ancre au large au lieu d'accoster dans un petit port insulaire, c'est souvent parce que le port de cette île n'est pas équipé pour gérer le déchargement des eaux usées d'un navire de 7000 personnes. Le navire conserve donc tout à bord, jusqu'à ce qu'il atteigne une installation certifiée, capable de le faire. L'eau de votre douche et de votre lavabo est traitée séparément des eaux usées des toilettes. On appelle cela les eaux grises, et la législation maritime internationale les considère comme une catégorie différente, avec des règles différentes. Les restes de nourriture du buffet, qui a nourri des milliers de personnes, ils sont incinérés à bord ou débarqués comme déchets contrôlés certifiés, jamais jetés par-dessus bord. L'Alaska a mis en place certaines des normes de rejet des navires de croisière les plus strictes au monde, plus strictes que ce qu'exige la législation internationale. Car l'État a estimé que la sensibilité écologique de ces eaux nécessitait des exigences plus élevées. L'Organisation maritime internationale certifie en fait la qualité des rejets de la station d'épuration d'un navire. Les compagnies de croisière doivent prouver que leurs eaux traitées respectent les normes avant d'être légalement autorisées à les rejeter en mer. Lorsque votre navire accoste dans une grande ville portuaire, il se connecte physiquement au réseau d'égouts de la ville grâce à des branchements sur le quai. Le même système souterrain qui dessert les appartements et les restaurants de la ville elle-même. Les boues débarquées au port sont envoyées dans des installations spécialisées de traitement des déchets, dans des conditions contrôlées, et non dans une décharge. Certains navires plus récents captent désormais le méthane produit lors de l'étape de traitement biologique
et le réinjecte dans les systèmes énergétiques du navire. Votre toilette contribue, de façon modeste mais réelle, au fonctionnement de la salle des machines. Et ce hublot anodin que vous avez croisé sur la partie inférieure de la coque, celui qui semblait ne mener nulle part, l'un d'eux est un point de rejet des eaux traitées, légales, surveillées, documentées et plus propres que ce que la plupart des gens imaginent. Voici la vérité cependant. Tous les navires de croisière ne se valent pas. Les navires plus anciens, construits avant la fin des années 1990, disposent de systèmes plus simples et moins performants. Et l'application des règles dépend fortement du pays dans lequel le navire est enregistré, appelé son pavillon, certains pavillons étant réputés pour leur surveillance laxiste. Un navire peut techniquement être conforme sur le papier, alors que la pratique réelle laisse à désirer, surtout dans les eaux internationales où personne ne surveille. Le système fonctionne bien lorsqu'il y a une véritable responsabilité. Il fonctionne moins bien lorsqu'il n'y en a pas. Mais la direction est claire. Les navires actuels ont des systèmes dépassant la convention Marpol. Des croisiéristes visent le zéro déchet en mer, tout stockant jusqu'au port. Les passagers commencent à se poser des questions à ce sujet. Cette pression est réelle et elle fait évoluer l'industrie. Ce bruit sourd que vous pensiez être un problème, c'est une ville flottante qui s'autogère. Et si vous voulez savoir ce qui est encore caché à l'intérieur de ces navires, il y a un canot de sauvetage sur le pont supérieur avec une canne à pêche à l'intérieur. Et la raison de sa présence n'a absolument rien à voir avec la pêche.